Bonjour Pascal. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au micro de notre podcast. Pour vous présenter brièvement, vous êtes docteur en psychologie cognitive et vous avez fait plus de 10 ans de recherche en neurosciences. Vous vous consacrez également à l'accompagnement avec votre activité de coaching. Et enfin, votre travail a attiré notre attention récemment avec la sortie du livre aux éditions Le Duc, Au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles, que j'ai juste à côté de moi. Et justement, j'aurais aimé démarrer cet entretien en vous demandant pourquoi vous avez décidé de travailler de manière simultanée le cerveau des hauts potentiels et hypersensibles. Alors, tout d'abord, je suis ravie d'être là. Merci pour cette première question. Donc, les deux sujets sont fortement liés à la fois dans l'imaginaire collectif, je dirais, et dans ce qu'on peut voir en cabinet, en fait. Il y a l'idée que les personnes au potentiel sont toutes hypersensibles. C'est ce qu'on va retrouver parmi les personnes qui consultent, effectivement. On pourra sûrement y revenir plus tard. Est-ce que c'est vraiment le cas pour toute la population des personnes au potentiel? C'est toujours en question. Et donc pour moi, ça semblait évident de devoir traiter les deux sujets en même temps. La plupart des personnes qui me consultent, qui me téléphonent, se posent la double question. Donc je me voyais pas traiter un sujet sans l'autre. Et mon objectif à travers le livre était vraiment d'apporter un éclairage scientifique plus concret sur ces différents sujets, le haut potentiel et l'hypersensibilité. Donc là aussi, il me semblait faire d'une pierre deux coups, comme on dit, et apporter cet éclairage des neurosciences sur les deux sujets en même temps me semble important. Et pourquoi pensez-vous que les neurosciences nous fascinent tant aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai que le mot neurosciences met tout de suite des étoiles dans les yeux des personnes qui l'entendent. Je pense qu'il y a le côté fascinant parce qu'on rentre à l'intérieur du cerveau, en fait. C'est avec les neurosciences qu'on utilise toutes les techniques d'imagerie cérébrale. On va voir le cerveau vraiment en fonctionnement. Donc c'est vraiment entrer dans la boîte noire des psychologues du départ, d'aller voir les mécanismes, les neurones en train de fonctionner. Ce qui est marrant d'un autre côté, parce que lorsqu'on voit le cerveau en fonctionnement, ça ne nous dit pas ce qu'il est en train de faire exactement. Donc on a toujours besoin des sciences moins peut-être sexy, qui utilisent moins de techniques de visualisation du cerveau, mais qui vont plus aller essayer d'expliquer les mécanismes cognitifs dans leurs détails, comme la psychologie cognitive. Donc les deux sont complémentaires en fait. C'est essayer par exemple, si on prend la mémoire, essayer d'expliquer comment fonctionne la mémoire, qu'est-ce que c'est en termes de mécanisme. Et ensuite, avec les neurosciences, on peut voir où ça se passe dans le cerveau en fait. D'un autre côté, les neurosciences aussi, pour beaucoup de gens, c'est juste les études qui montrent comment le cerveau fonctionne. Mais ce sont en vrai, les neurosciences, c'est l'ensemble des domaines, des domaines scientifiques qui vont étudier le cerveau, donc aussi bien au niveau de la cellule jusqu'à la psychologie cognitive, où on est dans l'étude de phénomènes complexes, de capacités cognitives, qui est très abstrait finalement. Donc c'est tout un champ de domaines. Très clair. Est-ce que vous pourriez justement revenir rapidement sur un peu le b.a.-ba du cerveau et comment est-ce qu'il fonctionne lorsqu'on parle notamment des fonctions cognitives ? Alors brièvement, vous m'avez dit. Donc le cerveau, globalement, tout le monde se le représente plus ou moins comme c'était ce gros truc dans notre boîte crânienne. Il y a deux hémisphères qui sont reliés par le corps calleux. On s'est rendu compte en fait à travers des études en neuropsychologie, donc des études de lésions cérébrales, ensuite avec les techniques d'imagerie cérébrale, que différentes zones s'occupent de différentes fonctions globalement, bien qu'il y ait beaucoup de collaboration entre les différentes zones. Et ces fonctions, en fait, c'est tout ce qu'on est capable de faire, aussi bien respirer, réguler notre rythme cardiaque, que de prévoir nos prochaines vacances ou résoudre une équation différentielle. Donc des choses les plus basiques à des choses les plus complexes qu'on arrive à réaliser. Donc en psychologie, en cognitive, en neurosciences, on appelle ça des tâches en fait.
qu'on va décomposer en différentes fonctions. Donc, par exemple, pour nous, de s'entretenir aujourd'hui, c'est très implicite. Hein, on se pose pas la question, on parle. Hein. Donc, il y a un grand nombre des processus cognitifs qui sont implicites. Et en neurosciences, en psychologie cognitive, ça va s'attacher à les décomposer en fait en fonctions cognitives. Donc, de parler ensemble, ça nécessite l'audition, la compréhension verbale, de découper rien que la bande de son que vous entendez là, que je suis en train d'émettre en mots, enfin en syllabes, en mots, vous remettez ensemble, vous accédez au sens des mots, vous les mettez ensemble pour former une phrase, vous gardez en mémoire ce que vous allez dire ensuite. Donc, il y a tout un tas de processus qui se passent dans votre cerveau. Et c'est ce qu'on va étudier, et c'est ces différentes fonctions cognitives, donc comme la mémoire, l'attention, le raisonnement, la perception auditive, visuelle, etc., qu'on essaye de mettre en lumière donc à travers les neurosciences. D'accord. Et c'est ce qu'on va regarder lorsqu'on essaye de comprendre les profils des enfants au potentiel ou hypersensibles. Tout à fait. Donc c'est en quoi le fonctionnement de ces personnes-là et de ces enfants-là sont des personnes aussi, bien sûr. Je travaille surtout avec des adultes, c'est pour ça que je faisais la différence. En quoi le fonctionnement cognitif des personnes à haut potentiel ou hypersensibles est différent des personnes qui n'ont pas ces caractéristiques. Et dans votre livre, vous distinguez plusieurs façons d'être au potentiel. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Je réfléchis à la meilleure façon de répondre à cette question. Donc déjà, on n'a pas vraiment défini ce que c'était qu'être au potentiel. C'est vrai qu'on pourrait revenir là-dessus. Mais pour moi, déjà, pour répondre d'une première façon à cette question, le haut potentiel ne définit pas complètement une personne ou un enfant. C'est sa façon de fonctionner sur le plan cognitif dont on parle quand on parle de haut potentiel intellectuel. Il va y avoir plein d'autres facteurs qui font qu'on est qui on est. Notre sensibilité, justement, notre niveau de sensibilité, notre histoire de vie, notre personnalité, nos traumatismes, plein d'autres choses, notre contexte de vie de façon générale. Donc tout ça va s'intermêler et faire qu'on va être au potentiel d'une certaine façon qui sera différente de la personne à côté de nous. Et après, on pourra y revenir. Il y a des différences qu'on observe sur le plan neuronal aussi qui font qu'on toutes les personnes au potentiel n'ont pas le même potentiel finalement. Et après, vous parliez justement de différents hauts potentiels, que ce soit intellectuel, émotionnel. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Alors, je parlais de haut potentiel intellectuel. Donc là, c'est le haut potentiel qui a un lien avec des capacités cognitives de mémoire, d'attention, de raisonnement. Donc c'est vraiment comment fonctionne notre cerveau pour extraire des informations du monde qui nous entoure et les analyser finalement. Donc un enfant au potentiel, un adulte au potentiel intellectuel a en quelque sorte un cerveau plus puissant, plus efficace que la moyenne. Donc ça va se traduire par des capacités de mémoire plus importantes, une rapidité de traitement plus importante aussi, des capacités d'analyse, de différents types d'analyse, logique mais pas que aussi, par association également. Donc toutes ces capacités sont souvent supérieures à la moyenne chez des personnes au potentiel intellectuel. Là, je peux faire le lien avec la question d'avant, en quoi on peut avoir différentes personnes au potentiel. On s'aperçoit quand on scanne le cerveau des personnes au potentiel intellectuel que toutes les zones ne fonctionnent pas de la même façon, même si elles sont aussi au potentiel. Donc, une particularité au niveau du cerveau des personnes au potentiel, c'est que principalement, certaines zones sont davantage connectées en fait. Donc, il y a plus de matière blanche et de matière grise aussi. Donc ces zones-là fonctionnent davantage, sont plus puissantes. Les connexions sont aussi plus rapides, donc l'influx nerveux passe plus rapidement d'une zone à l'autre, d'un hémisphère à l'autre. Et on s'aperçoit donc que cette connectivité supérieure n'est pas présente dans tout le cerveau, mais dans certaines zones, en particulier dans ce qu'on appelle le réseau fronto-pariétal de l'intelligence. C'est les zones du cerveau qui sont spécialement impliquées
dans le traitement et l'analyse des problèmes, hein, et la découverte de solutions d'une façon générale. Donc dans ces zones-là, on s'aperçoit qu'il y a davantage de connexions. Et chez certaines personnes, donc on va retrouver plus de connectivité de façon plus répandue dans le cerveau. Donc c'est là qu'on peut avoir certaines personnes qui sont, si on fait un lien avec le QI, qui ont un haut potentiel plus homogène, c'est-à-dire qu'il y a plus de zones du cerveau qui fonctionnent plus que la moyenne, et d'autres personnes chez qui c'est moins homogène, moins répandu. Donc en fait, on pourrait peut-être parler d'un certain degré de haut potentiel, ou d'un haut potentiel qui va dépendre des fonctions dont on parle en fait. Vous avez mentionné le QI. On sait que l'une des façons de diagnostiquer les hauts potentiels intellectuels aujourd'hui, c'est de passer le test du QI, et en même temps, on entend beaucoup de critiques autour de ce diagnostic. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors déjà, pour moi, c'est pas un diagnostic. Juste, je suis pointue sur la sémantique, puisque c'est pas une maladie. Donc, c'est vrai que on peut avoir des difficultés liées au potentiel, on va en parler. Comme on peut avoir des difficultés à être très grand, par exemple. Parfois, on passe pas sur certaines portes. Voilà, donc pour les hauts potentiels, c'est un peu la même chose. On rentre pas dans toutes les cases. Donc c'est pas une maladie. Ça peut être quelque chose de super d'être au potentiel, même pour les enfants. Donc il y a beaucoup de personnes au potentiel intellectuel qui le vivent très bien. Donc moi je parlerais plus d'identification en fait. Donc effectivement on utilise le test de QI comme outil principal. C'est critiqué parce que ça nous renvoie à la question de qu'est-ce que l'intelligence finalement. Et on peut même se poser la question, est-ce que être au potentiel intellectuel, c'est vraiment être plus intelligent? Donc c'est vraiment toute la question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence et comment on la mesure. Donc là, on pourra en parler pendant des heures. On va voir un petit gorgée. Donc l'intelligence pour les sciences cognitives, ça va être traduit en fonctions cognitives en fait. Donc si je suis intelligent, ça veut dire que je peux extraire des informations du monde qui m'entoure, faire attention aux informations les plus pertinentes pour la tâche qui m'occupe. Ça veut dire pouvoir analyser ces informations aussi bien du monde extérieur que qui viennent de moi-même. Donc là, on va parler de l'intelligence émotionnelle, de comment j'accueille ces émotions, ces informations qui viennent de moi. Comment je mélange toutes ces informations pour aboutir à une analyse, une solution de la situation. Comment je réponds à mes besoins et à ceux des autres. Donc là, on est dans l'intelligence toujours émotionnelle mais relationnelle. Et comment j'agis ensuite en fonction de la solution que j'ai trouvée. Donc, comment je vais m'adapter, comment je vais mettre en œuvre des solutions. Donc là, on est dans des intelligences peut-être pratiques. Donc il y a tout un tas d'intelligences. Et comment étudier ça? Donc en sciences cognitives, l'idée de base, c'est qu'on va décomposer, comme on disait tout à l'heure, chaque tâche qu'on peut faire en fonction cognitive. C'est un peu comme les briques de tout ce qu'on pourrait construire après. Donc on va parler de la brique de la mémoire, de la vitesse de traitement, du langage, de la compréhension, de la capacité d'abstraction, de la capacité de logique. Donc dans le test de QI, on prend quelques-unes de ces briques-là et on essaie de voir comment quelle est leur solidité par rapport à la norme en gros. Donc ce qu'on mesure avec le test de QI, c'est un ensemble de capacités. Après, et qu'on va comparer à la norme, donc est-ce que je suis dans la norme, ou est-ce que je suis au-dessus ou en dessous. Et après, toute la question est qu'est-ce qu'on va en faire dans la vie de tous les jours. Donc on peut avoir un haut potentiel intellectuel dans le sens QI, avoir un haut QI, et avoir de grandes difficultés à s'adapter dans la vie de tous les jours, ou pas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est plutôt pas. En général, les personnes qui ont un potentiel intellectuel élevé et qui ont des conditions de vie normales, on va dire, et pas de troubles psychologiques
particulier, en général le vivent bien et ont plutôt des facilités à s'adapter aussi au monde qui les entoure. Justement, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur les caractéristiques au quotidien des enfants qui sont justement au potentiel? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que partout, on trouve des grandes listes de toutes les caractéristiques des enfants au potentiel ou des adultes au potentiel. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle j'avais envie d'écrire ce livre. Hein. C'était aussi pour remettre un peu de clarté là-dedans. Hein. Est-ce que forcément, si on est au potentiel, on a des difficultés relationnelles, on est caractériel, perfectionniste, etc. Toutes ces caractéristiques qu'on retrouve pas chez toutes les personnes au potentiel finalement. Donc si on revient à la base de qu'est-ce que c'est que le fonctionnement potentiel intellectuel, c'est ces capacités cognitives qui fonctionnent de façon plus puissante, plus efficace vu les connexions plus importantes dont on parlait tout à l'heure. Donc à partir de là, les seules caractéristiques vraiment qu'on peut objectivement déduire d'un fonctionnement potentiel, c'est au niveau de ses capacités intellectuelles. Donc dans la vie de tous les jours, ça va se traduire par, comme on disait tout à l'heure, une capacité de mémoire plus importante, de raisonnement aussi parfois plus importante, d'attention, capacité à extraire des informations pertinentes du monde, etc. On retrouve aussi une capacité d'autoréflexion, de métacognition, c'est la capacité à réfléchir sur soi-même. On retrouve qui est plus poussée chez les personnes, même chez les enfants, au potentiel intellectuel. Donc ça, c'est concrètement ce qu'on arrive à mesurer, objectivement ce qui résulte d'un haut potentiel intellectuel. Donc dans la vie de tous les jours, en termes de comportement, ça se traduit souvent par une grande curiosité. Alors chez les enfants comme chez les adultes, c'est toutes les questions que l'enfant va se poser de façon précoce. Donc c'est ça la différence, c'est que chez l'enfant, on va parler d'enfant précoce. Chez l'adulte, on peut plus parler d'adulte précoce, mais l'adulte reste cet enfant qui était précoce. En fait, chez l'enfant, ça va se manifester plutôt que ça se manifeste par une maturité en fait plus importante, plus rapidement. Donc une grande curiosité, un besoin en fait de nourrir cette machine qui est plus puissante d'information, une soif d'information et d'informations multiples. Donc on trouve des enfants qui se passionnent pour un domaine, mais il y a d'autres enfants qui, comme d'autres adultes, qui sont plutôt du style butineur, qui vont avoir des intérêts dans tous les sens. Donc un besoin de stimulation. On retrouve aussi un besoin de sens en fait. Donc si on part d'un cerveau qui est capable de prendre en compte plein d'informations, de les analyser, ça veut dire souvent un cerveau qui va plus en profondeur. Et chez l'enfant, ça se traduit par des questions souvent plus existentielles, plus précocement, sur des sujets qui, on a l'impression, ne font pas partie de l'enfance, sur où va le monde, la question de la mort. Hein. On retrouve aussi les questions d'écologie, qu'on va retrouver assez souvent chez les enfants au potentiel jeunes, en fait, qui à l'âge adulte peut se transformer en anxiété après. Donc des questions profondes en fait qui correspondent à ce besoin de sens qu'on retrouve chez l'enfant et chez l'adulte. Quoi d'autre? Et en termes de relations après, donc pour toute personne qui a une différence, hein, donc là on a beaucoup parlé du potentiel intellectuel, on parlera peut-être après plus de la sensibilité. Mais à partir du moment où on est différent de la majorité, donc on a une caractéristique qui fait qu'on est différent de la majorité, peut se poser la difficulté dans comment on entre en relation avec les autres. Donc ça peut être une difficulté ou pas, ça dépend vraiment de comment ça a été accueilli dans notre enfance, dans notre milieu familial et après à l'école, etc. bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut bien répondre aux besoins de ces enfants lorsque l'on est parent, même si j'ai bien compris qu'il y avait vraiment de très grandes manières différentes d'être au potentiel, mais est-ce que vous avez quelques clés de réponse pour répondre aux besoins de ces enfants? Je vous parlais du besoin de stimulation. Donc ça, souvent, l'enfant
je pense souvent l'enfant au potentiel le satisfait de lui-même, hein, parce qu'il va être en demande. Après, il peut, donc c'est ce qu'on entend très souvent, s'ennuyer à l'école, mais pas forcément. En fait, il peut trouver aussi du plaisir à être un des meilleurs de la classe ou voilà, à aider les autres, peut demander plus de travail. Donc là, c'est l'enfant au potentiel qui s'intègre bien dans le système et qui trouve sa stimulation. Donc je pense qu'au niveau stimulation, un des risques, ce serait peut-être de surstimuler l'enfant au potentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant, donc il connaît pas encore forcément ses limites, hein. Même en tant qu'adulte, on les connaît pas toujours. On parle beaucoup de burn-out, hein, chez les personnes au potentiel aussi, adultes. Donc je pense que pour les parents, c'est à la fois être vigilant à satisfaire le besoin de stimulation de l'enfant au potentiel, mais aussi être vigilant à poser un cadre et à faire en sorte qu'il soit pas en surstimulation, qu'il n'y ait pas piano, basket, volley, après je ne sais quoi, et le psy, et voilà, un trop plein d'activités finalement qui va faire que même pour un enfant au potentiel, c'est trop. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand on ne fait pas grand-chose. Donc c'est ce qu'on appelle l'activité du cerveau au repos, où il y a beaucoup d'éléments qui se construisent en fait, de prédictions qui se font, de liens. Et cette activité, même au repos, elle est plus importante dans le cerveau des enfants au potentiel. Donc leur permettre aussi d'avoir des moments de temps, même s'ils ont l'impression qu'ils font rien, de temps mort, qui sont pas vraiment morts finalement. Et peut-être leur apprendre aussi que c'est ok de pas faire grand chose. Et donc c'est trouver l'équilibre, hein. Souvent c'est ça, hein, l'équilibre, hein. Et au niveau du sens, bien sûr il y a toutes les questions, hein, de l'enfant au potentiel. Donc là aussi leur répondre, hein, mais aussi leur apprendre à trouver les réponses par eux-mêmes aussi. On est nous-mêmes surstimulés par notre enfant. Très clair. Alors vous avez mentionné tout à l'heure les enfants hypersensibles. Donc là, on a parlé des cerveaux au potentiel, mais j'aimerais bien aussi que vous nous expliquiez ce qui se passe dans le cerveau des enfants hypersensibles. Donc, du point de vue scientifique, l'hypersensibilité n'est pas très clairement définie à ce jour, puisque ça mélange en général la sensibilité sensorielle et la sensibilité émotionnelle dans les écrits grand public. Or, ce sont des domaines qui sont étudiés de façon très distincte en sciences, en neurosciences. On parlait d'hypersensibilité comme ça de façon très globale, ça n'existe pas en fait du point de vue des études scientifiques. Donc pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une personne plus sensible, on va devoir se baser sur différents types d'études au niveau principalement de la sensibilité sensorielle et de la sensibilité émotionnelle. Donc au niveau de la sensibilité sensorielle, l'idée c'est qu'un cerveau plus sensible va avoir besoin de moins de stimulation au niveau des sens, donc au niveau de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, etc. Donc va avoir besoin de moins de stimulation pour réagir. Donc c'est ce qu'on appelle un seuil sensoriel plus bas finalement, ce qui donne une réactivité des systèmes sensoriels qui est plus forte, plus rapide, hein, dans les cerveaux des enfants et des adultes hypersensibles ou hautement sensibles. Donc c'est là qu'on peut parler aussi peut-être de sensibilité élevée plutôt que d'hypersensibilité. Dans le sens hyper, il y a souvent un peu la notion de trop qui est pas loin derrière quand même. Alors que là, on parle vraiment de comme toute donnée, hein, qu'on peut mesurer en neurosciences. Là, on parle de psychophysique au niveau sensoriel. Donc il y a une courbe comme ça. Et les cerveaux plus sensibles sont donc en bas de la courbe, ils ont besoin de moins de stimulation pour réagir. Donc ça, c'est au niveau sensoriel. Au niveau émotionnel, donc c'est là que ça devient plus complexe. La sensibilité émotionnelle, ce serait donc une sorte de réactivité
plus rapide aussi aux stimulations émotionnelles. À ce jour, il y a peu d'études en fait. Il y en a quelques-unes chez les adultes, il n'y en a pas, à ma connaissance, chez les enfants, en termes de qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau des personnes qui ont un seuil de réactivité émotionnelle plus bas. Donc, ce qu'on a pu voir chez les adultes, c'est que les zones qui traitent les émotions sont plus actives lorsqu'on leur montre des images chargées émotionnellement ou des visages qui expriment des émotions. Donc, on peut imaginer que c'est la même chose chez des enfants très sensibles aussi. Donc, en fait, leur cerveau présente plus d'activité quand ils sont dans une situation émotionnelle. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Justement, c'est là qu'on ne sait pas trop. En tout cas, ils traitent plus ces informations, donc ils y sont plus sensibles. On s'est aperçu aussi que les zones qui permettent d'entrer en empathie affective sont plus actives dans les cerveaux des personnes plus sensibles. Donc l'empathie affective, c'est par exemple si tout d'un coup je vois que votre expression faciale change et prend une teinte plus de tristesse, que tout d'un coup votre se contracte, ou dans mon cerveau, les zones qui correspondent à cet état émotionnel, si je le vivais moi-même, s'activent en miroir en fait. Du coup, c'est ce qui me permet de ressentir la même émotion que vous, cette activité en miroir. Et on s'aperçoit que dans les cerveaux des personnes plus sensibles, dans les quelques études qui ont été réalisées, il y a plus d'activité dans ces zones-là en fait que dans le cerveau d'une personne moins sensible. Donc cette empathie affective est plus importante, ce qui explique aussi que les personnes hypersensibles non seulement réagissent plus aux émotions, aux leurs et aux situations émotionnelles, mais sont aussi plus sensibles à ce qu'elles vont percevoir chez les autres personnes en face d'elles. Donc au quotidien, ça va donner chez les enfants, chez les adultes aussi, cette réactivité émotionnelle très forte qui souvent peut paraître démesurée en fait. Donc, c'est comme si un tout petit stimulus, une petite chose, une petite remarque donne une réaction émotionnelle qui paraît incroyable. Et donc là, on retrouve bien cette réactivité plus forte en fait. Donc il en faut peu. Et ensuite, cette exacerbation, cette intensité affective en fait, qui est plus importante donc chez les enfants et les adultes hypersensibles. Et comment bien appréhender ça au quotidien quand on est parent d'enfants hypersensibles? Comment réussir à bien les accompagner? Donc, pour moi, le besoin principal de tout être plus sensible qu'un autre, ça va être d'arriver à réguler cette intensité finalement. Donc là aussi, c'est pas une maladie. Hein. A priori, à ce jour, il n'y a pas de classification en tant que pathologie de la sensibilité élevée. Ça peut s'associer à des troubles, hein, bien sûr, des troubles de personnalité ou de la dépression ou de l'anxiété. Mais c'est pas à confondre. Hein. Enfin, l'état actuel des connaissances, c'est vraiment deux choses différentes. Donc être hypersensible, c'est juste être à un autre niveau de normalité. Hein. On a une sensibilité plus élevée que la norme. Donc, que faire quand on a un enfant sensible comme cela, plus sensible? Déjà, c'est souvent la première chose, c'est dédramatiser, parce que ça peut être hyper stressant en fait pour soi. Et on retrouve des adultes qui sont dans ce cas-là de constater qu'on ne réagit pas comme les autres finalement. Et on peut aussi être souvent submergé par cette émotion. Donc l'émotion, on la ressent dans notre corps. Hein, le processus émotionnel est complexe et il y a ce vécu physique. Donc on peut vraiment avoir l'impression d'être submergé par une vague émotionnelle et ça peut être très effrayant, d'autant plus qu'on est enfant, si c'est de la colère ou de l'anxiété, donc on ne sait pas comment arrêter cette chose-là en fait. Donc le parent, il va avoir un rôle régulateur en fait. Justement, c'est chez l'enfant, ça vient du parent. Ce qui peut être difficile parfois quand l'adulte est lui-même très sensible. Donc il y a plein de choses qui peuvent se jouer en miroir. Hein. Là, on rentre
de la complication. Mais donc c'est vraiment ça, c'est comment réguler en fait. Alors comment réguler l'émotion de notre enfant quand on sait pas trop ce qui se passe, hein. Donc une première chose souvent c'est simplement accueillir en fait, accueillir l'émotion. Parce qu'on peut avoir tendance à dire mais arrête de pleurer ou mais tu cries trop fort, hein, il faut que tu te calmes, hein. Donc c'est plus là dans le sens, c'est plus un contrôle en fait qu'on essaye d'exercer et on dit à l'enfant de se débrouiller tout seul finalement. Arrête de pleurer, je fais ça comment moi? Ou il faut que tu te calmes, d'accord, mais j'y arrive pas là, hein. La preuve, je suis en pleine crise. Donc déjà accueillir l'émotion par la parole, hein, simplement, ou par le geste. Si l'enfant est en pleurs, le prendre dans ses bras, ou même s'il est en colère, parfois le main sur l'épaule, ça peut aussi. Hein. Donc trouver ce qui va marcher avec l'enfant, bien sûr, proposer ce cadre et qui permet d'accueillir l'émotion. Et chez l'adulte, c'est pareil, on trouve pas mal d'adultes très sensibles qui sont en lutte avec leurs émotions finalement, qui lorsqu'une vague d'émotions les submerge, sont en train de se dire la même chose qu'ils entendaient avant, mais arrête de réagir comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais n'importe quoi. Alors que si on fait l'analogie avec une vague, une vraie vague, si on a la mer, qu'on voit une immense vague arriver sur nous, si on se raidit, qu'on lui tourne le dos, en général, on va se la prendre de plein fouet et par surprise. Alors que si on se dit, ok, il y a une vague qui arrive, soit je vais la laisser me submerger, soit je vais plonger dedans, tiens, pourquoi pas, ou surfer dessus si on sait faire. Hein. Ça va être beaucoup plus agréable. Et c'est la même chose pour l'émotion. Donc c'est ça qui serait important d'arriver à transmettre à l'enfant, en fait, c'est que l'émotion, c'est pas un truc horrible qui nous arrive et qui va venir nous empêcher de vivre ou nous bloquer sur le moment. C'est en fait une émotion, c'est une information. Donc là, on rentre dans l'intelligence émotionnelle. Hein. C'est arriver à donc l'intelligence émotionnelle, c'est accueillir ces informations, c'est réaliser déjà que ce sont des informations et arriver à les nommer. En fait, qu'est-ce que c'est que je ressens exactement là? Qu'est-ce qui fait que je suis toute tendue, par exemple? Hein. Et pareil pour notre enfant, si on le sent très tendu, peut-être de commencer à le questionner ou qu'est-ce qui fait que t'es tendu, à quoi tu penses, comment c'est dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens vraiment, pour arriver à nommer cette émotion. Est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la colère au contraire, je suis en train de me raidir parce que là il y a vraiment un truc qui me convient pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est comme émotion? Et après, aller essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette réaction. Parce qu'une émotion, c'est une réaction à la situation qu'on vit, en fait. Plusieurs personnes dans la même situation vont la vivre différemment et avoir des émotions différentes. Donc, l'émotion, elle est en nous, en fait. C'est nous qui la créons, c'est notre réaction. Donc, arriver à comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que moi, je réagis comme ça dans cette situation-là. Alors ça, c'est pareil pour l'enfant, lui transmettre ça, ce savoir en fait. D'ailleurs, ça devrait être appris à l'école. Hein. Ça, c'est l'école de demain, c'est la branche intelligence émotionnelle. Ça, ce serait un super progrès. On en a tous besoin. Et qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? C'est que j'ai certains besoins fondamentaux en moi, des besoins de peut-être de relations, d'amour, d'estime, de reconnaissance, qui sont satisfaits. Dans ce cas-là, je suis super joyeux, épanoui, j'éprouve du plaisir, ou pas satisfait. Dans ce cas-là, je peux éprouver de la peur, de la colère, de la tristesse. Donc, c'est arriver à comprendre ces besoins-là. Donc là, c'est aller loin, hein, mais je pense que si l'adulte arrive à faire ça avec lui-même déjà, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est essayer de transmettre ceci à nos enfants. Et vraiment, le premier pas, c'est accueillir et réaliser que ces émotions, c'est des messages, les considérer comme des amis un peu. Ça me fait penser au dessin animé la vice versa. Voilà, peut-être ça c'est une super porte d'entrée avec un enfant hypersensible. C'est regarder ce dessin animé et lui montrer que toutes ces émotions, c'est des alliés finalement. Hein. C'est vrai, c'est un super dessin animé, je le recommande aussi.
Pour conclure cet échange, j'aimerais qu'on revienne sur le lien entre haut potentiel et hypersensible, parce que c'est vrai que on a un peu du mal à comprendre s'il y a un lien de corrélation, si un enfant haut potentiel est nécessairement hypersensible, etc. Donc j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus pour conclure cet échange. Donc on entend souvent dire que toutes les personnes, tous les enfants au potentiel sont aussi hypersensibles, mais que tous les enfants hypersensibles ne sont pas forcément au potentiel intellectuel. Donc si on se base sur les chiffres, donc le haut potentiel intellectuel en termes définis comme un haut QI, selon où on met le curseur aussi, parce que là on peut en discuter longuement aussi. Ça fait référence à votre question par rapport au test de QI. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit à 130 ou pour moi il n'y a pas vraiment un critère comme ça. C'est on cherche des capacités qui sont supérieures à la moyenne. Elles n'ont pas besoin d'être toutes supérieures à la moyenne aussi. Donc c'est analysé avec intelligence ces tests-là. Mais en gros, donc quand on se situe dans des zones qui sont supérieures à la norme, on parle d'environ 5% de la population. Voilà, 5 à 9% peut-être de la population. Lorsqu'on regarde lorsqu'on essaie de mesurer la sensibilité élevée, ce qui à ce jour se fait que ne peut se faire qu'à travers un questionnaire d'auto-évaluation. Donc on n'est pas dans la même logique que pour le QI. Là, on trouve plutôt 25 à 30% de la population qui se déclare hautement sensible. Donc on voit qu'effectivement, il y a plus de personnes hautement sensibles que de personnes avec un haut potentiel intellectuel. Après, comme j'ai mentionné au départ, chez les personnes au potentiel qui viennent consulter, que ce soit les enfants ou les adultes, effectivement, là, la grande majorité des cas présentent aussi une sensibilité élevée. Après, est-ce que c'est le cas de toutes les personnes au potentiel intellectuel qui ne se retrouvent jamais dans un cabinet médical ou psychologique? Pour le moment, on ne sait pas. C'est vrai que les personnes au potentiel, donc on en a pas beaucoup parlé, mais les personnes au potentiel intellectuel peuvent avoir aussi des difficultés au quotidien. La plupart du temps, c'est dans la canalisation du flux mental, dans ce sentiment d'éparpillement aussi au niveau des activités. Donc là, c'est peut-être plus pour les adultes. Et dans la relation, donc parfois on les retrouve donc ces enfants dans des cabinets de psychologues pour ces difficultés liées au potentiel, souvent dans des complications d'interaction avec les autres. Mais très souvent aussi ça vient d'autres facteurs d'anxiété ou de dépression. Après, est-ce que c'est forcément lié au potentiel intellectuel ou pas? Là aussi, c'est en questionnement en fait. C'est pas tous les enfants au potentiel ne sont pas forcément anxieux. Tous les ados au potentiel intellectuel ne sont pas forcément dépressifs. Heureusement, comme on disait au départ, il y a plein de facteurs. Et là aussi, pour le potentiel intellectuel, accueillir l'intelligence, la curiosité de l'enfant, ça va être important, et l'accepter aussi. Ça va lui donner des bases pour lui-même s'accepter, se comprendre et être plus fort et plus à l'aise dans le monde, qui partagera pas forcément ses caractéristiques. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je pense que c'est essentiel. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à se procurer votre livre Au cœur des cerveaux au potentiel et hypersensibles, qui revient vraiment plus en détail sur tout ce que vous avez évoqué et qui est une véritable mine d'or. Donc merci pour votre travail, Pascale, et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'opportunité et pour cette interview très agréable. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.